Vous vous rappelez peut-être du fantastique film d'animation Princesse Mononoke? Mais oui, vous savez, ce film très poétique avec une jeune humaine qui a juré de se venger des humains qui détruisent la nature. Ce film est fantastique, il a été super bien noté et il est sorti pendant la meilleure année, 1997. Ce film est trop beau, en tout point. Sur la musique, sur les images, les paysages, blablabla. Mais derrière cette pure poésie se cache une métaphore bien profonde et très percutante de violence. Une violence qui est présente de partout, aussi bien dans le camp de la princesse que dans le camp de Dame Eboshi. Et ces traces de violence ordinaire vont inévitablement mener à des affrontements d'une violence extrême. Donc oui, les personnages de chaque côté vont s'infliger des violences et les entretenir. Mais nous découvrons très rapidement qu'aucune violence n'est infligée pour le plaisir. Chacune de ces actions est nourrie par un besoin profond et c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. Alors attention, avant d'aller plus loin, cette vidéo contient du spoil. Si vous n'avez pas vu le film, c'est votre dernière chance. Et si vous avez déjà vu le film, je vous suggère de vous abonner parce qu'on va en voir plein d'autres. Mettons nos oreilles de girafe et partons en quête des besoins inassouvis par chacun des personnages. Voici les traces de violence dans Princesse Mononoke. Les flammes dévorent l'intérieur de mon corps. Oh non! Seigneur Okoto! Bon, puisque le film est sorti il y a assez longtemps, je vous propose un petit résumé rapide. Nous sommes au Japon à l'ère féodale au 15e siècle. Et l'histoire commence avec Ashitaka, un jeune garçon qui habite dans un village dans les montagnes. Le village est attaqué par un sanglier terrifiant, fou de rage, qui saccage tout sur son passage. Afin de sauver sa sœur qui est en danger, Ashitaka met fin à la vie de ce sanglier. Cependant, aïe aïe aïe, pendant l'affrontement, il se fait attraper par des sangsues bizarres. Ça lui brûle le bras, la marque elle ne part pas, bref, il est maudit. On voit clairement que c'était un prétexte pour montrer ses biceps à tout le monde. Le petit coquin, hein. Il n'existait qu'un seul moyen de lever la malédiction qui frappait Ashitaka. Il fallait qu'il porte sur le monde un regard sans haine. Facile à dire quand tout est violent autour de nous. Mais bon, ni une ni deux, Ashitaka s'en va vers des contrées lointaines. En chemin, il croise la route de deux forgerons blessés. Ces derniers lui racontent qu'ils habitent au village des forges gouverné par Dame Eboshi. Ashitaka décide donc de les aider et de les ramener jusqu'à chez eux. Mais v'là-t-il pas qu'en chemin, il tombe nez à nez avec Princesse Mononoke. Elle lui fout un vent phénoménal. C'est alors que les trois compagnons reprennent leur route jusqu'au village des forges. Une fois arrivé là-bas, Ashitaka découvre ce que ça fait la petite vie de famille tranquille. Et c'est à cet endroit qu'il fait la rencontre de Dame Eboshi. C'est elle qui a bâti ce village grâce à l'aide des personnes qu'elle a recueillies sur sa route. Elle est extrêmement charismatique, elle a l'âme d'un leader. Et tous les habitants du village lui doivent la vie. Elle a recueilli toutes les femmes qu'elle a croisées dans les maisons de passe. Elle est également venue en aide à tous les lépreux qu'elle a croisés sur sa route. Et c'est aussi elle qui a rendu le sanglier fou de rage. Parce qu'elle lui a tiré dessus. Et au moment où elle raconte son histoire à Ashitaka, il se sent pris d'une colère foudroyante. Son bras, maudit par les sangsues qui infestaient le sanglier, se met à bouger tout seul. Et il est obligé de se retenir avec l'autre bras. Et à partir de ce moment-là, on comprend que Dame Eboshi est en guerre contre les esprits de la forêt. Tiens, bah justement, quand on parle du loup, LOL, la voilà qui se ramène, elle est prête à en découdre et à défoncer Dame Eboshi. S'ensuit immédiatement un combat à mort d'une violence extrême. Et pauvre Ashitaka qui est là à regarder et qui ne peut rien faire. Pris de rage, il met un terme au combat très rapidement et s'en va avec la princesse Mononoke sur l'épaule. Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie du village, il se prend une balle qui le traverse de part en part. Et par on ne sait quelle magie, il se retrouve à pouvoir ouvrir la porte tout seul et puis se barrer même avec son trou dans le corps. Évidemment, la princesse Mononoke est folle de rage quand elle revient à elle. Elle, tout ce qui l'intéressait, c'était de tuer Dame Eboshi, le reste elle s'en fichait. Mais Ashitaka en avait décidé autrement. Grâce à l'aide du plus grand esprit de la forêt, le dieu cerf Ashitaka est guéri. Au final, lui et la princesse ils se rabibochent, c'est super, pendant que de ce côté, Dame Eboshi crée une expédition. Le but est très simple, elle voudrait tuer le dieu cerf pour récupérer sa tête et enfin pouvoir coloniser la nature. Et malgré toutes les tentatives infructueuses d'Ashitaka, c'est exactement ce qui s'est passé. Le dieu cerf s'est transformé en une sorte de créature dégoulinante, visqueuse, dégueulasse. Et elle détruisait tout sur son passage parce qu'elle a envie de retrouver sa tête. Et alors que tout semblait perdu, Ashitaka finit par restituer la tête au dieu cerf. À partir de là, le calme revient et la paix aussi. Tout le monde est content, c'est fantastique. Wouh! Voilà, donc ça c'est l'histoire telle qu'on la connaît. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on regarde quelques scènes en particulier pour analyser les traces de violence qui sont dedans. J'aimerais démarrer cette analyse en vous proposant une théorie concernant les origines de la violence. C'est un concept qu'on ne maîtrise pas encore très bien et qui soulève beaucoup de débats. Donc bien évidemment la discussion reste extrêmement ouverte là-dessus. Imaginez que vous avez un chien. Si jamais vous lui volez son nonos, comment il va réagir? Il va grogner, il va attaquer, il va se défendre. Il va devenir violent. Nous, de notre côté, quand on fait la queue à la boulangerie et que quelqu'un nous passe devant pour nous prendre la dernière baguette, nous on va avoir envie de devenir violent aussi. Peut-être que de là on peut retrouver une trace de violence qui est extrêmement primitive. C'est que si jamais on touche à la bouffe d'un autre être vivant, il va nous attaquer. Normal. Mais malheureusement, on peut aussi devenir violent quand on se dispute avec nos proches ou quand on critique quelqu'un que j'adore. Par exemple, si je tombe sur quelqu'un qui critique Lady Gaga, j'ai envie de lui rentrer dans l'art direct. Ou même d'une manière
manière générale, quand je vois une personne que je lui explique quelque chose et puis qu'elle me fonce ses sourcils, j'ai envie de lui rentrer dans l'art aussi. Alors maintenant, la question c'est comment on fait pour passer d'une nonos à Lady Gaga? Quel est le dénominateur commun entre toutes ces origines de la violence? Donc là, conformément à la théorie, je dirais que ça serait l'ego. L'ego, cette petite voix dans notre tête qui réagit de la même manière quand on le menace lui que quand on menace notre propre survie. Exemple, je sais pas, le regard des autres. En fait, plus généralement, l'ego il est vachement connoté en mode faut pas l'écouter, nanani nanani. Mais l'ego est là pour nous satisfaire des besoins profonds. S'il est encore là après des millions d'années d'évolution, c'est bien qu'il sert à quelque chose. Par exemple, c'est lui qui va nous aider à satisfaire notre besoin d'appartenance à un groupe. Autrement dit, qui va nous rappeler qu'il faut nous soucier du regard des autres si on veut rester intégré, parce que si on est tout seul et qu'on est exclu, on va mourir. C'est exactement ce qu'on se disait dans la vidéo de Blue Eyes Samurai. Bah oui, parce que si on est seul, on ne peut plus manger, on ne peut plus se protéger, on meurt. Donc voilà, l'ego satisfait des besoins profonds, il faut absolument l'écouter, mais il faut pas non plus lui donner toute la place. Parce que si on laisse notre ego prendre la parole à chaque fois, il va finir par confondre une menace à notre survie et une menace à lui-même. Je veux dire, si jamais vous avez le malheur de critiquer ma recette de pâte au sucre familiale, je vais me sentir un petit peu comme ça, voilà, je vais transpirer, je vais avoir chaud, je vais avoir envie de vous sortir mon meilleur kung-fu. Et donc si on part sur ces bases pour notre théorie, à partir de ce moment, on n'entendra plus cette petite voix dans la tête qui va dire vas-y, critique tes pâtes au sucre, mets-lui un pain. On saura qu'elle existe, on saura qu'elle est là, et que potentiellement, elle nous fera prendre des décisions qu'on pourrait regretter plus tard. Voilà, donc maintenant nous avons tenté de définir l'origine de la violence. Déjà, que pensez-vous de cette théorie? Je suis prêt à remettre en question tout ce que j'ai dit à n'importe quel moment, parce que ma réalité n'a pas plus de valeur que n'importe laquelle. Et évidemment, si jamais vous avez la force et l'énergie de fournir des sources en commentaire, ça serait plus que bienvenu. Donc voilà, nous avons fait tout sauf parler de Princesse Mononoke. Maintenant, je vous propose qu'on y plonge et qu'on y reste. Parlons par exemple de Dame Eboshi. Pour certains, c'est la méchante, d'autres c'est la gentille, pour moi c'est un peu les deux, on sait. Voici quelques petits extraits qui vont dresser un petit peu le portrait du personnage. Beau travail, c'est l'arme idéale pour conquérir le monde. Mais je la trouve encore trop lourde pour les filles. Un regard sans haine. Tiens, cette petite louve, tu voudrais l'épouser? Un démon vous possède, vous aussi. Plus terrible que celui de la princesse. Cesse d'invoquer ce maléfice à tout bout de champ, Ashitaka. Je vais t'en délivrer une fois pour toutes. Dame Eboshi est une dame extrêmement charismatique. Elle a recueilli les lépreux et les femmes dans les maisons de passe pour essayer de construire un village entier. Elle est prête à tout pour les nourrir, leur offrir un abri et surtout les protéger des menaces de la forêt. Et il y a un trait de sa personnalité qui fait que je l'admire particulièrement. Cette dame, elle pèse. C'est qu'elle sait reconnaître la responsabilité de ses actions. Toi aussi, Toki, j'espère que tu me pardonnes. Je suis responsable de ce qui est arrivé, j'aurais dû empêcher ce drame. Ah oui, ça c'est une catastrophe. Et nous les veuves, on se serait trouvé de vrais maris. Elle sait reconnaître sa capacité à répondre à des événements et ça, c'est extrêmement puissant. Je dis pas que c'est nécessaire de dire que c'est de sa faute et de se flageller, nanana, non. Mais juste reconnaître notre propre capacité à répondre à ce qui s'est passé, répondre à ce qui est. Lors d'un passage du film, le convoi se fait attaquer par des loups. C'est là que les deux forgerons ils se retrouvent éloignés du reste de la troupe. On a perdu quelques hommes. Reprenons la marche. Que fait-on de ceux qu'elle a poussés dans le ravin? Tu m'as entendu? En route. Elle avait le choix d'aller les chercher ou pas. Elle a choisi de les ignorer pour sauver le reste du groupe. C'était une décision pas facile. Et ce qui est très puissant dans son caractère, c'est qu'elle a assumé ce choix. Elle est allée présenter des excuses de manière sincère. Et ça, pour moi, c'est très fort. Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait par choix, parce qu'on a besoin de satisfaire des besoins. Quand est-ce qu'on est obligé? On n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit. Et même les moments où on a l'impression de pas avoir le choix, c'est parce qu'on n'est pas prêt à assumer les conséquences de notre choix. Ouais, ça sonne un petit peu compliqué dit comme ça, c'est vrai. Je veux dire, il y a un exemple qui est repris souvent en communication non violente par Marshall Rosenberg, le père de la CNV. Et qu'est-ce qu'il lui dit le beau, ce Marshallou? Et tu te dis, je vais chercher mes assistants. Oh là là, je suis obligé de sortir les poubelles, ça c'est quelque chose, j'ai pas le choix de le faire. Ah bon? Qu'est-ce qui t'oblige à sortir les poubelles? Tu peux très bien les empiler dans ta chambre et dans la salle de bain. Il y a bien la place. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai pas envie. Bah alors, où est le problème? Ça veut dire que simplement tu as des besoins de propreté. Donc tu choisis de sortir les poubelles. Tu as besoin de propreté. Et c'est ça, mon ami, qui fait de toi un Pikachu libre. Ah ouais, je l'ai pas vu comme ça, merci. Bref, assumer ses choix. Pour moi, ça c'est une qualité de leader qui est extrêmement charmante et ça, moi, j'achète directement. Et en fait, quand on regarde un petit peu plus loin, la femme ne déteste personne. Elle est pas contre la nature, elle est pas contre Asano et ses hommes qui essayent d'assiéger la forge tout le temps. Elle a juste envie de protéger sa communauté. Elle est pas dans le mode où je déteste tout le monde, je vais tout tuer. Non. Et après, d'un autre côté, on peut aussi bien imaginer sa souffrance et son envie de se venger. Cette envie de se venger qui est alimentée par toutes les femmes qui ont perdu leur mari et attaquées par des loups. Tu me demandes d'épargner les dieux de la forêt, mais tu veux que je tue des samouraïs à la place? Non! Je voudrais que les humains et les dieux de la forêt puissent vivre en paix. Rentrons fort, madame. J'ai formé les femmes au combat, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour elles. Elles doivent être capables de se défendre. Cette femme qui est complètement meurtrie et pour qui un regard sur le monde sans haine n'est plus possible. Parce qu'elle porte une responsabilité trop dure et elle n'arrive pas à résoudre les choses autrement que par la violence. Et on comprend très bien qu'elle ne cherche pas à faire du mal. Et jamais, au grand jamais, elle a juré d'attaquer la princesse Mononoke. C'est la princesse qui est venue pour l'attaquer. Bref, ce personnage est extrêmement profond. Et bien qu'il soit peint comme le méchant du film, le plus cruel, le plus nanana, etc., moi je ne peux m'empêcher de penser que c'est une allégorie de Mère Teresa. Voilà. Mais tu aurais tort de tuer cette dame. Je te supplie de ne pas le faire. Elle seule nous a traités comme des êtres humains.
Nous sommes des lépreux. Le monde nous hait et nous craint. Le monde entier. Mais pas Dame Eboshi. Elle nous a recueillis. Elle a lavé nos chairs pourries, changé nos pansements. Oh, oh, oh. Je veux dire, une dame qui prend soin des lépreux, qui soigne leurs blessures. Je veux dire, waouh, ça c'est une femme. Et à présent, je vous propose de parler d'Ashitaka, le petit héros de la série. On parle tellement d'Ashitaka dans Princesse Mononoke que l'histoire est centrée sur lui en fait. Et pour moi, ce personnage, c'est vraiment l'exemple du cœur pur. Le gars, il garde son sang-froid tout le temps. À aucun moment, il réagit pour servir son ego ou quoi que ce soit. Il ne tente pas de manipuler. À aucun moment, il donne des ordres. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler dans la culture populaire un vrai gars. Je veux dire, tout au long du film, il adopte cette posture d'humilité. Il se met jamais en avant. Il se considère pas comme supérieur de la nature. Et il propose, il demande, il rentre en dialogue et en interaction avec les êtres entiers. Aussi petit soit-il. Auriez-vous l'amabilité de nous permettre de traverser votre forêt, petit être? Ashitaka se sent minuscule face à cette nature qui est prodigieuse, immense et aussi terrifiante. J'ai vu ses parents détruire ma forêt et jeter leur fillette dans mes pattes pour m'y fuir. Je n'ai pas pu la dévorer, je l'ai recueillie et élevée. Aujourd'hui, cette petite Scylla est si jolie, n'est ni humaine ni louve. Toi, est-ce que tu peux la sauver? Je ne sais pas. Et cette posture d'humilité lui permet d'aller tellement loin et de se lier avec les cœurs. Bref, moi je trouve ce personnage fantastique et j'aimerais vraiment devenir comme lui un jour. Donc oui, il est calme, il garde son sang-froid, il comprend tout, etc. Il est gentil comme tout, presque tout le temps. Parce que, à cause de sa malédiction, il est habité par les forces de la nature. Les forces de la nature qui sont en colère. Et je trouve ça trop fort parce que c'est l'énergie de la nature qui a réagi à ce moment. Cette nature qui a tellement souffert et qui réclame la vengeance pour arrêter de souffrir. La nature qui est en lui se sent menacée par les propos tenus par Dame Eboshi. En même temps, elle lui annonce qu'elle va tout détruire, donc c'est normal. Donc évidemment, à ce moment, il va élever la voix. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la communication non violente pour autant? Moi, je dirais que oui. Vous commencez par voler la forêt au sanglier, puis vous le transformez en monstre. Et maintenant, vous fabriquez des armes mortelles. Vous n'en avez pas assez de semer partout la terreur et la haine? Oui, c'est moi qui ai tiré cette balle. Je suis navrée de toutes les souffrances que tu as endurées. Cet imbécile de cochon. Ce n'est pas toi qui l'aurais dû maudire, c'est moi. Oui, parce qu'on dit toujours la communication non violente, c'est pas crier, c'est pas s'énerver, c'est pas insulter, nanana. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec tout ça. En fait, ce qui est en train de se passer dans cette scène, c'est que Ashitaka tente de faire ce qu'Issa Padovani appelle un coup de pied girafe. Issa Padovani, c'est un chroniqueur qui parle de communication non violente tout le temps, et moi, j'adore, je vous encourage à aller voir. Bref, Ashitaka exprime ses besoins avec une forte intensité. Ses cheveux se hérissent, sa voix monte. Il sait qu'il faudra les abattre tous pour que la malédiction cesse. Donc il tente d'attirer l'attention sur ses besoins de manière urgente. Eh oh, je suis vraiment très mal barré là, il faut porter attention à mes besoins. Vous ne comprenez donc pas la souffrance que je suis en train d'endurer, je me sens en danger là, il faut réagir. Cette balle qui a tué le sanglier, c'est le résultat de vos actions, il faut le reconnaître s'il vous plaît. Et ça, c'est la voix de la nature qui est en train de s'exprimer parce qu'elle a mal. Elle entend ce que vous dites et elle souhaite vous faire du mal pour moins souffrir. Donc voilà, c'est le seul moment où on verra Ashitaka se mettre en colère dans le film. Heureusement, un lépreux, on va l'appeler Marc, réagit et il lui dit: je suis maudit. Je te comprends, je comprends ce que tu ressens. C'est pas grand chose, mais c'est juste assez pour laisser le temps à Ashitaka de dire: ouf, enfin quelqu'un qui me comprend sur cette planète toute démesurée. Et une fois qu'on a cette qualité de connexion, qu'on est là, écoute mutuelle, respect des besoins, nanana, c'est beaucoup plus facile de trouver une bonne solution. Plutôt que de la violence, essayer de tuer Dame Eboshi, ça aurait rien résolu, du tout, rien. Donc ça c'est très intéressant, parce que le film nous apprend d'une manière très saine comment faire pour faire la différence entre de la colère de protectrice et de la colère de la haine. Il arrête pas de leur dire tout le temps: regardez, mon bras il est habité par la haine de la nature, c'est la haine de la nature, regardez à quoi ça ressemble. Il voit cette même énergie qui habite la princesse Mononoke d'un côté et Dame Eboshi de l'autre, vous avez le démon toutes les deux. Et alors il utilise la colère froide et la force pour protéger et non pas pour faire du mal. Voilà, ce qui démontre aussi une autre idée reçue ridicule de la communication non violente, c'est de laisser faire les gens ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire si je vois des gens qui se font tabasser devant moi, oh je les laisse faire, c'est leur besoin, nanana. Non, évidemment. Et ce qui est trop fort, c'est que lui, il est spectateur des deux camps. Il est à la fois la nature et à la fois les humains. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ces deux parts intérieures en train de rentrer en collision comme ça. Vous imaginez la tempête émotionnelle à l'intérieur. Et en plus de ça, on n'arrête pas de lui dire: vas-y, prends parti de ce côté, prends parti de ce côté. Et il les regarde en restant impuissant. Il les voit plaindre leurs défunts sans pouvoir rien faire, jusqu'à ce qu'ils ne puissent empêcher cet affrontement d'une violence extrême, un combat à mort sans merci. De rien, y a pas de quoi, de rien. Et même après avoir mis un terme au combat, Ashitaka se prend une balle qui lui traverse le corps. Une balle qui était chargée de tristesse. Parce que cette femme a perdu son époux. Et là, à ce moment, Ashitaka choisit de ne pas lui rentrer dans le lard. Ce qu'on aurait pu comprendre, parce que là, il s'agit quand même de menaces à sa survie, quoi. Et il se passe quelque chose d'extrêmement fort. Il enterre la hache de guerre. Il choisit de ne pas retourner le couteau et ne pas entretenir le cycle de la haine et de la vengeance contre cette femme qui a perdu son mari et qui dirige sa colère vers un innocent. Et même avant de partir, alors qu'il est sur le point de mourir, il se tourne vers le village et il dit:
merci. Et là, Ashitaka a compris, à ce moment du film, ce que ça voulait dire de porter sur le monde un regard sans haine. Bon, et maintenant, je vous propose de parler de Princesse Mononoke. On l'attend tous, et étonnamment, il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage. C'est une humaine qui a été récupérée par la nature. La nature, on sait pas quelle personne c'est, mais en tout cas, c'est une entité, ça c'est sûr. D'après elle, tout le monde est un ennemi parmi les humains. Elle déteste les humains, elle veut qu'ils disparaissent parce qu'ils lui font du mal. Voilà. Et elle a juré de prendre la vie de Dame Eboshi. Donc quand même, on pourrait se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Qu'est-ce qui l'anime? Est-ce que c'est vraiment pour sa sécurité? Ou est-ce que c'est parce que sa mère, la louve, lui a ordonné de le faire? Est-ce qu'elle le fait pour être acceptée? Parce que si elle le fait pas, elle sera exclue de la tribu? On sait pas, on sait pas. En même temps, quand on adopte le point de vue des victimes, on n'a pas envie de se retrouver à faire partie des oppresseurs. Bah oui, on n'a pas envie d'être le méchant, on n'a pas envie d'être pointé du doigt, on n'a pas envie de subir la punition, nanana. On pourrait aussi se poser la question de si Moro, la mère de Princesse Mononoke, l'a élevée avec le prisme que tous les humains sont mauvais. À partir de là, il n'y a plus aucune nuance possible, et donc elle a juré de tous les défoncer. Voilà, je vous avais dit, il n'y a pas grand chose, je suis désolé. Ça n'empêche pas que ce film reste extrêmement profond, et il termine quand même sur une guerre avec des grosses catastrophes naturelles. Il reste un excellent enseignement, parce que selon la lecture, on peut en déduire plusieurs morales derrière. Déjà, quelque chose qu'on devrait se rappeler à chaque fois, c'est que dès qu'on porte un jugement, dès qu'on est en train de juger une personne, on va le voir comme un ennemi. Et à partir de là, la haine commence. Que de la haine va découler, de la méfiance, de la tristesse, de la violence et finalement la guerre. Et c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer dans notre vie de tous les jours pour être en paix. Je veux dire, à un moment, Princesse Mononoke a failli tuer Ashitaka quand même. Et elle a choisi de ne pas le faire. Pourquoi est-ce que vous voulez le tuer? Parce qu'il l'a empêché de tuer Dame Eboshi, donc elle va le tuer, après elle va tuer Dame Eboshi. Très bien. Et si elle l'avait fait, elle serait passée à côté de l'histoire d'amour de sa vie. Si elle avait pas mis en pause tous ces jugements comme quoi tous les humains sont méchants et qui décident de mourir, fin de l'histoire. Elle serait passée à côté de tout ce que Ashitaka a de bon à lui offrir. Et c'est ça pour moi les dégâts du jugement, voir les autres comme un ennemi, c'est passer à côté de tout ce qu'il a de bon à offrir. Quand on regarde automatiquement mal une personne dans le métro qui nous bouscule, je l'admets, c'est pas agréable, évidemment. Mais peut-être qu'on pourrait se poser la question, et si c'était pour aller voir sa grand-mère qui est malade? Ou même encore pire, est-ce que c'est pas pour aller aider notre propre grand-mère à, je sais pas, faire quelque chose? Est-ce que ça nous donne le droit de l'insulter, de lui rentrer dans le lard? Ou bien simplement de le juger, de le traiter comme un méchant? Alors évidemment, il n'y a aucune obligation derrière, je dis pas qu'il faut qu'on tombe dans le il faut, je dois, nanana. Non, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, le cercle de la haine et de la vengeance peut être évité. Et ça commence par notre regard qu'on porte sur le monde. Si on a l'énergie et qu'on a envie, etc., etc., bien sûr. Parce qu'au final, personne ne commet de la violence gratuitement. À chaque fois, derrière chacune de ces manifestations, il y a un besoin qui est satisfait derrière. Et même s'il en existe plein d'autres, l'usage de la violence était la seule solution qui avait été trouvée. Voilà, merci, ciao! Et ces traces de violence vont... Donc oui, les personnes... les perchos. Et c'est aussi tel, indispensable et qui est très très charismatique. Qualité de connexion, d'écoute mutuelle où on est là, je prends soin de... Ça veut rien dire.